Commençons par une réflexion sur ce concept fascinant qu'est le bonheur. Ce dernier constitue un état d'esprit que tout le monde recherche activement. D'ailleurs, il existe toute une industrie construite autour de la quête de cet état. Cependant, il est essentiel de comprendre que le bonheur n'est pas un état statique. Ce n'est pas un simple calcul dans lequel on pourrait additionner certaines actions ou possessions pour obtenir une forme stable et éternelle de bonheur. Contrairement à l'argent que l'on peut épargner ou aux objets matériels que l'on peut accumuler, le bonheur ne peut ni s'acheter ni se conserver. Il n'est pas déterminé par des facteurs externes tels que la richesse matérielle, les possessions comme les voitures ou les maisons. Alors, comment le bonheur fonctionne-t-il? J'ai moi-même passé de nombreuses années à poursuivre le bonheur, essayant diverses méthodes pour l'atteindre. L'une des premières choses qui m'a donné l'impression d'être heureux, c'était l'alcool. Cependant, j'ai rapidement découvert que cette substance ne contenait pas véritablement le bonheur que je cherchais. Certes, il procure quelques heures de bien-être, mais les jours suivants peuvent se révéler être un véritable cauchemar. Puis, j'ai essayé une autre voie, l'amour romantique. Être amoureux est l'une des sensations les plus exaltantes que l'on puisse connaître. Parfois, cela donne l'impression que le monde entier devient plus lumineux, plus rose. Cependant, lorsque la relation s'est achevée, cet amour intense s'est transformé en ressentiment. Ce qui avait été une source de bonheur s'est métamorphosé en une profonde tristesse. J'ai ainsi compris que, comme l'alcool, l'amour romantique n'était pas une source durable de bonheur. D'autres exemples incluent la nourriture, les objets de consommation comme les jeux vidéo ou les consoles, ou encore les vacances. Tous ces éléments peuvent procurer de brèves poussées de joie et de plaisir, mais ils ne sont que temporaires. Le bonheur durable ne se trouve pas dans ces plaisirs fugaces. Pour approfondir cette réflexion, une étude réalisée en 1968 par Brickman, Coates et Janoff Bullman s'est penchée sur la question du bonheur relatif. Ils ont étudié 3 groupes: des gagnants à la loterie, des personnes paralysées à la suite d'un accident et un groupe témoin. Intuitivement, on pourrait s'attendre à ce que les gagnants de la loterie soient beaucoup plus heureux que les accidentés ou que les personnes lambda du groupe témoin. Cependant, 1 an après ces événements, les niveaux de bonheur des gagnants de la loterie et des membres du groupe témoin étaient quasiment identiques. Les accidentés, bien que légèrement moins heureux, n'étaient pas aussi misérables qu'on pourrait le croire. Que nous révèle cette étude? Elle montre que le bonheur est effectivement relatif. Les circonstances extrêmes, qu'il s'agisse de gains financiers ou de pertes physiques, n'influencent le bonheur que de manière temporaire. Avec le temps, les niveaux de bonheur tendent à se stabiliser. Cela pose une question essentielle. Si ni la richesse, ni les plaisirs matériels, ni même la chance extrême ne garantissent le bonheur, alors qu'est-ce que le bonheur? Pour répondre à cette question, examinons la vie du prince Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha. Ce dernier, bien qu'étant incroyablement riche, se trouvait en proie à une insatisfaction permanente. Après avoir quitté le confort de son palais, il fut confronté aux souffrances du monde. Il décida alors de s'immerger dans des pratiques ascétiques, s'infligeant de grandes privations, comme ne manger qu'un seul grain de riz par jour. Pourtant, après des années de privation, il comprit que cette approche ne menait pas au bonheur. Ce n'est qu'en trouvant une voie médiane, à travers la méditation, qu'il atteignit l'illumination sous l'arbre de la Bodhi. Ni l'excès de plaisir, ni l'excès de souffrance ne l'avaient rendu heureux, mais en renonçant à ces extrêmes, il atteignit un état de félicité. Ainsi, le bonheur peut être comparé à l'eau. Que vous la secouiez avec des plaisirs ou que vous la remuiez avec de la douleur, elle cherchera toujours à retrouver un état de calme. Et c'est dans ce calme que se trouve le véritable bonheur. Cela signifie-t-il que nous devons tous méditer sous un arbre pour être heureux? Pas nécessairement. Ce que cela nous enseigne, c'est que nous devons arrêter de chercher frénétiquement le bonheur et commencer à agir dans l'instant présent. La méditation n'est qu'une forme d'action parmi d'autres.
Elle consiste à être pleinement dans le moment présent, à s'accorder avec le flux de l'univers qui se déploie. De la même manière, travailler sur un projet, écrire un texte, résoudre une énigme ou faire du sport sont autant de moyens de nous ancrer dans l'instant présent. Lorsque nous sommes dans la zone, le passé et le futur cessent d'avoir de l'importance et nous nous retrouvons totalement absorbés par l'instant présent. Peu importe si l'on est riche, paralysé ou même millionnaire, le bonheur n'est qu'un sous-produit de l'action. En d'autres termes, il ne faut pas essayer d'être heureux. Faites simplement ce que vous aimez, sans y réfléchir. N'y pensez pas, n'en rêvez pas. Faites-le, et avant même de vous en rendre compte, le bonheur commencera à couler en vous comme un ruisseau.